bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter le programme ECOMI pour écologie et conservation des oiseaux marins des îles Éparses, qui consiste. Donc, alors, je vais tout de suite aller à l'essentiel. Donc, dans les îles Éparses, il y a évidemment énormément d'oiseaux marins. En fait, 40% des oiseaux marins nicheurs de l'océan Indien occidental, tropical, sont dans les îles Éparses. Donc, ça représente 14 espèces. Sur les 30 qu'il y a dans l'océan Indien tropical, occidental, et 3 millions de couples sur les 7 et quelques millions de couples. Donc c'est considérable en termes de biodiversité, de biomasse, etc. Donc évidemment, il y a beaucoup d'études sur les oiseaux marins dans ces îles qui ont une responsabilité également en termes de conservation de ces espèces qui, par ailleurs, sont assez souvent menacées. Alors, les oiseaux marins ont un cycle vital qui est basé sur l'alternance de phases marines pour leur migration, leur alimentation, leur croissance, leur mue, etc. et de phases terrestres pour la reproduction. Et cette particularité, ce sont des prédateurs marins, mais ils ont cette particularité. Du coup, ça fait qu'ils sont particulièrement sensibles à des menaces qui agissent à la fois à terre, donc les invasions biologiques, notamment dans les îles Éparses. Et puis dans d'autres îles, ça peut être aussi la dégradation des habitats, le braconnage, etc. Et puis en mer, eh bien, il y a aussi des menaces qui sont, par exemple, le réchauffement climatique. On en a parlé ce matin, et c'était très intéressant. La pêche tonnière industrielle qui, pour diverses raisons, peut altérer les possibilités de recherche alimentaire des oiseaux marins associés au thon de surface. Et la pollution plastique qui est un problème émergent, y compris dans l'océan Indien. Donc le programme ECOMI inclut en fait l'étude, ces deux phases, en fait la phase marine et la phase terrestre. Ça englobe plusieurs questions de recherche que je vais aborder dans un instant et en fait ça fait la suite de plusieurs programmes qui se sont succédés sur les oiseaux marins et les tout premiers ayant été initiés dans les années 90. Donc on a des séries temporelles intéressantes. Alors les questions de recherche de ECOMI concernent pour ce qui concerne la phase marine, on avait plusieurs questions. C'est quelles sont les caractéristiques des habitats océaniques des oiseaux marins des îles Éparses et quelle sera l'évolution de ces habitats dans un contexte de réchauffement climatique. Les oiseaux marins sont-ils de bons échantillonneurs de la température de surface dans leur zone d'alimentation? Je développerai ces questions dans un instant. Troisième question sur cet axe, comment a évolué le rayon de prospection des oiseaux marins de Tromelin 14 ans après la dératisation de l'île? Vous verrez qu'il y a un lien en fait, entre ce qu'on fait à terre et les conséquences que ça a, y compris en écologie lors de leur phase marine. Et sur l'axe 2, on a orienté sur la démographie des oiseaux marins et notamment sur l'impact des invasions biologiques, en particulier les rats qui sont des prédateurs d'oiseaux marins bien connus. Il se trouve qu'on a des îles dératisées et des îles pas dératisées, donc c'est assez intéressant de comparer la dynamique. Donc là, il y a deux sous-questions qui ont été abordées. Donc les impacts des rats sur les oiseaux marins à Europa, où les rats n'ont pas été éradiqués, et les conséquences démographiques de ces impacts à long terme, donc sur la viabilité des populations, la dynamique des communautés d'oiseaux marins quand on enlève les rats, dans ce qui est le cas à Tromelin, où c'est très bien documenté, où l'île a été dératisée, et à l'île d'Ulysse. Alors, je ne présenterai rien sur l'île d'Ulysse, mais plutôt sur Tromelin. Et enfin, et ça c'est une question qui a émergé en cours de programme grâce à une collaboration avec Nick Graham. Donc, la dératisation des îles en provoquant la reconstruction démographique des oiseaux marins a-t-elle des effets en cascade sur les écosystèmes coralliens adjacents par des enrichissements d'origine océanique en azote en particulier, transporté via les oiseaux marins. Et puis une troisième question concernant la connectivité des populations des oiseaux marins à l'échelle de l'océan Indien occidental tropical. Alors les petites étoiles rouges que vous voyez là, ce sont des questions qui sont arrivées en cours de programme, qui n'étaient pas forcément dans le projet soumis en 2017, mais pour lesquels nous avons obtenu des résultats, donc c'était tout à fait pertinent de les présenter à cette occasion. Alors sur la première question sur les habitats océaniques et leur évolution face au changement climatique, je vais être assez bref pour une raison très simple, c'est que c'est une thématique qui va être abordée dans le cadre d'une thèse pour laquelle on vient d'obtenir un financement, qui sera dirigée par Audrey Jaeger.
et qui englobera des données acquises pendant le programme ECOMI, notamment du tracking de fous de Tromelin, mais également d'autres données acquises dans les îles éparses, donc les pailles en queue à brun rouge à Europa et les sternes fuligineuses à Jean Nova, et dans d'autres îles de l'océan Indien. Donc là, pour l'instant, il n'y aura pas de résultat. Je vais tout de suite passer à la question suivante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on capitalise quand même avec les données obtenues pendant la mission ECOMI et pendant d'autres missions précédentes. La deuxième question, c'est sur le côté, les oiseaux marins sont-ils de bons échantillonneurs de la température de l'eau de surface? Donc ça, c'est une collaboration qui a été réalisée avec le laboratoire des cyclones, de l'atmosphère et des cyclones de l'Université de La Réunion, en collaboration avec plusieurs chercheurs, dont Olivier Bousquet, qu'on a entendu ce matin, et d'autres. Et la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les oiseaux marins lorsqu'ils font leur trajet en mer en les équipant de capteurs de température de surface et de GPS qui ont une bonne résolution spatiale et temporelle pour mesurer la température de l'eau de surface, ce qui est très utile pour valider par exemple de l'imagerie satellitaire ou des données obtenues par la modélisation. Donc c'était un programme un petit peu exploratoire qui a fait l'objet donc d'acquisition de données qui étaient d'ailleurs antérieures des données qu'on avait déjà acquises avant ECOMI. Cette partie du programme a été financée, où il y a eu un complément de financement par une fédération de recherche qui s'appelle OMNCG pour Observatoire des milieux naturels et des changements globaux. Et ça fait l'objet, entre autres, d'un stage de MD. Donc c'est un petit peu exploratoire, mais voilà, on a essayé de voir ici des preuves de concept. Alors concernant les données acquises pendant ECOMI, je ne vous présenterai pas de résultats ici parce que les GLS, c'est-à-dire les capteurs de température, sont encore en train de fonctionner sur les fous de Tromelin. Donc, on aura des données sur les températures de là où vont les fous quand on les aura récupérés, c'est-à-dire dans le courant de l'année 2022 normalement. Mais il y a quand même des données antérieures sur cette question-là. Donc là, vous avez ici les trajets GPS d'oiseaux équipés donc de GPS et de capteurs de température. Donc, y compris, je ne sais pas si vous voyez ma souris, des oiseaux, des pailles en queue à brun rouge qui avaient été traqués à Europa, des pailles en queue à brun rouge traqués à partir d'une île à Madagascar, et puis des puffins du Pacifique traqués à partir de la Réunion. Et donc, tout ça, tous ces jeux de données ont en commun d'avoir une position, une latitude, une longitude, une date, heure, minute, seconde, et pour beaucoup de points, des températures de surface. Donc l'analyse exploratoire a permis de montrer qu'il y a bien qu'on peut mesurer les températures in situ avec des oiseaux et les corréler par exemple aux températures obtenues par la modélisation avec la modélisation de type Mercator. Donc la preuve de concept est intéressante. La corrélation avec les données obtenues par imagerie satellitaire également satisfaisante. Donc en abscisse, comme pour le graphique précédent, c'est les températures mesurées par les oiseaux et en ordonnée, c'est mesuré obtenu à partir d'imagerie satellitaire ou précédemment par la modélisation. Là, vous avez un exemple avec les petits points ronds, les petits ronds, pardon, ce sont les données, la localisation des oiseaux. Dans ces ronds, les gammes de couleurs, c'est les températures mesurées par les oiseaux. Et puis, le fond de carte, c'est les températures obtenues par imagerie satellitaire à gauche ou obtenues par modélisation Mercator à droite. Donc, il y a des choses intéressantes qui apparaissent d'un point de vue spatial et temporel. Donc, on a une sorte de preuve de concept qui va être poursuivie certainement dans l'avenir avec Audrey. On a très envie de continuer à travailler avec Audrey et les collègues de physique de l'atmosphère. On va certainement essayer de poursuivre ces questions-là. Donc, on est au niveau de la preuve de concept. Alors, sur la troisième question, c'est comment a évolué le rayon de prospection des oiseaux marins de Tromelin 14 ans après la dératisation. Donc, en fait, les populations des deux espèces de fous de Tromelin ont été multipliées par 7 et 10, selon l'espèce, après la dératisation de l'île en 2005. C'est un résultat que je vais présenter juste après. Du coup, la question qu'on s'est posée là, c'est est-ce que cette très forte croissance démographique a entraîné des phénomènes de compétition pour l'accès à des ressources en mer, c'est-à-dire des compétitions intraspécifiques, les espèces, les individus entre eux, ou interspécifiques, puisque les deux espèces de fous sont assez proches l'une de l'autre. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre, mais globalement, elles ont en grande partie le même type de proie.
et les mêmes façons de pêcher, etc. Alors, on avait donc là, c'est intéressant parce que c'est une sorte d'expérimentation naturelle où on peut montrer que ou pas qu'une augmentation de la population peut avoir des conséquences sur les stratégies de recherche alimentaire. Alors, il se trouve qu'on avait des données de tracking de 2005, qui était l'année de la dératisation, puisqu'il y avait eu des opérations de tracking en collaboration avec le Centre d'études biologiques de Chizé en 2005. Et puis, on a complété avec des données de tracking en 2019 et 2020 dans le cadre des COMI. Alors là encore, c'est encore un peu exploratoire. On a une doctorante, donc Merlène Saunier, qui parmi la quantité de choses qu'elle a à faire, va peut-être aussi explorer ces données-là. Là, c'est juste une représentation graphique des résultats. Donc, vous avez en haut les trajets GPS des fous masqués à Tromelin. Donc, en jaune, c'est l'année 2005. En orange, c'est l'année de 2019 et en rouge, c'est l'année 2020. Donc, c'est intéressant. Ça ressemble à une augmentation de trajets alimentaires. Donc, il y a encore tout un tas de choses à explorer en termes de trajectométrie, etc. Mais disons qu'on a quelque chose. Pour les fous à pied rouge, par contre, ça a l'air d'être assez stable d'une année sur l'autre. Donc, pas forcément de changement. Donc, encore une fois, on en est à ce stade-là sur cette partie-là. Sur le deuxième axe, donc la phase terrestre du cycle vital des oiseaux marins. Donc la première question, c'était qu'est-ce qui se passe à Europa? La prédation par les rats peut-elle menacer durablement les populations d'oiseaux marins, notamment des deux espèces de paille en queue, donc le paille en queue à brun rouge et le paille en queue à brun blanc, que vous avez ici, qui nichent au sol et qui sont connus pour être très sensibles à la prédation par les rats, notamment parce qu'ils ont la fâcheuse habitude d'abandonner temporairement leurs poussins dès que ces poussins ont quelques jours. Alors, dans un contexte naturel où il n'y a pas de rats dans les îles, il ne se passe rien. Mais dans un contexte transformé où les rats ont été introduits par l'homme involontairement, évidemment, c'est une catastrophe. Alors, on a une publication avec Merlène qui va sortir dans l'année, qui est quasiment acceptée. Et cette publication montre plusieurs choses. La première, c'est que les deux populations ont énormément décliné entre les années 2009 et 2019. Vous avez ici le paille en queue à brun rouge et là le paille en queue à brun blanc. Et si on ajoute à ça les données que moi j'avais obtenues pendant ma thèse, alors c'est pas tout à fait mis de la même façon parce que la méthode de quantification des populations n'était pas tout à fait analogue. Mais enfin, voilà, vous avez vraiment une diminution très importante des populations de ces deux espèces. Donc c'est même assez alarmant. On a fait du piégeage photographique pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme prédateur sur ces nids de paille en queue. Et en fait, le prédateur le plus présent et le plus abondant, ce sont bien les rats pour les deux espèces. Alors, il y a aussi des corbeaux-pies, des crabes ou des bernard l'ermite, mais en fait qui font que passer. Et puis, à Europa, un problème un peu plus spécifique qui est celui des chouettes effraies. Globalement, ce sont les rats qui sont les plus présents et qui font de la prédation. Ça, c'est une courbe de survie qui montre ce qui se passe au jour le jour dans un nid de paille en queue, où on voit que pendant l'incubation, là vous avez en abscisse les âges entre la ponte et ici l'éclosion du poussin et ensuite l'âge du poussin. Donc là, on est au stade œuf et là, on est au stade poussin. Et là, vous avez des survies quotidiennes. Donc, c'est des nids qui ont été suivis très régulièrement. Et on voit que la survie est très bonne pendant tout le stade d'incubation. Et puis, à partir du moment où le poussin naît, il y a un écroulement de la survie parce que c'est là que la prédation se fait et elle se fait essentiellement par les rats noirs. En fait, on a calculé que la probabilité de survie d'un poussin à Europa est de 7 jours. Alors évidemment, il y en a tout le monde ne meurt pas dans cette période-là, mais on a quand même un succès reproducteur qui est inférieur à 8%, ce qui n'est pas viable. Alors voilà justement la viabilité de la population. Vous avez ici, donc c'est le résultat d'une modélisation démographique avec des modèles matriciels. Vous avez ici le temps et vous avez ici les tailles de population avec la taille de population actuelle pour les paille en queue à brun rouge et à brun blanc. Les traits noirs, c'est en l'absence de dératisation. Donc, on voit que ça va continuer à décliner, en fait, comme ça le fait déjà depuis les années 90 et probablement avant, avec un risque d'extinction entre 40 et 25 ans selon l'espèce. Et les traits gris, c'est hypothèse d'une dératisation, c'est-à-dire que si le succès reproducteur passe de 0,08 à 0,70 à peu près. Donc là, ça va avoir un impact démographique. Donc les populations de paille en queue d'Europa ne sont pas viables.
Et vous verrez que c'est assez préoccupant en termes de biodiversité, notamment parce que, alors d'une part, parce que le paillenqueux à brun rouge, dans les années 90, c'était la plus grande population de l'océan Indien occidental, Europa. Maintenant, elle n'est que d'un tiers de ce qu'elle était à l'époque. Et pour le brun blanc, le paillenqueux à brun blanc, c'est une sous-espèce endémique qui est tout à fait originale. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Alors, on n'a pas que des mauvaises nouvelles. Donc, voilà ce qui se passe quand on dératise. Donc là, c'est l'histoire de l'île Tromelin en quelques diapos. Donc, dans les années, au XVIIIe siècle, il y a eu un naufrage que vous connaissez. Vous connaissez l'histoire du navire Lutil, qui était un navire qui faisait de la traite d'esclaves clandestine. Et bon, il y a eu un naufrage. Vous connaissez l'histoire dramatique d'un point de vue humain. En tout cas, les fouilles qui ont été réalisées sur cette histoire humaine ont permis également de reconstituer l'avifaune de l'époque. Donc, il y avait une dizaine d'espèces d'oiseaux marins. Et ça, on le sait par les fouilles avec l'analyse ostéologique. En fait, c'est un travail qui a été fait par Véronique Laroulandi à Bordeaux. Et ensuite, il y a eu une dégringolade de la biodiversité en oiseaux marins, parce que les rats ont été introduits probablement à l'époque de ce naufrage. Et ensuite, dans les années 50, il y a eu l'installation de la station météo, ce qui n'a pas été bon pour les frégates. Les frégates, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont besoin d'îles absolument intactes, où il n'y a aucune prédation, aucune perturbation d'origine humaine. Elles sont extrêmement faciles à déranger. Donc, pour une île de la taille de Tromelin, le fait qu'il y ait quelques météos, ça suffit en fait pour avoir fait disparaître les frégates. Ce qui fait qu'en 2005, donc en 93 où moi j'ai commencé à étudier ces questions-là, à l'époque c'était mon DEA, figurez-vous. En 2005, il y a eu une décision qui a été prise par les TAF, alors que les TAF n'étaient pas encore officiellement gestionnaires des îles éparses, mais c'était déjà une décision très forte d'éradiquer les rats de Tromelin. Et donc l'objectif, c'était de regarder ce qui s'est passé après. Alors, ce qui s'est passé après la dératisation, donc en fait, s'est passé deux choses tout à fait extraordinaires. La première, c'est la reconstruction démographique des deux espèces de fous de Tromelin. Vous avez ici les fous dans les années 2005 et les fous dans les années 2020. Donc là, c'est des comptages qui sont faits très régulièrement par les agents des TAF et par des gens du laboratoire quand on a l'occasion d'y aller. Donc une multiplication par 7 ou 10 selon l'espèce, et ça on l'a modélisé aussi avec Merlin, et effectivement il y a une reconstruction démographique assez impressionnante. Et la deuxième chose extrêmement intéressante aussi, c'est là vous avez la flèche rouge, c'est la dératisation. Quelques années, une dizaine d'années après la dératisation, on a eu une recolonisation d'espèces qui avaient disparu, ou même d'espèces qui n'existaient pas avant à Tromelin. Donc, en particulier, on a 3 espèces qui maintenant ont constitué des vraies populations stables et importantes, qui sont les gigis, les nodibrins, les sternes fuligineuses. Et le processus est encore en cours, puisque depuis l'année dernière, on a un petit nouveau avec le nodi à bec grêle, avec quelques couples. L'année d'avant, c'était le puffin du Pacifique avec quelques couples. Donc, c'est vraiment très encourageant, et ça montre qu'on peut faire de la restauration écologique une fois que on a enlevé la source principale du problème. Mathieu, il te reste 2 minutes. C'est parfait, très bien. Ce qui fait que, voilà, en raccourci, voilà ce qui se passe sur l'histoire de Tromelin. Alors, le byproduct, on va dire, d'Ecomi, c'était une collaboration avec Nick Graham, qui travaille sur les écosystèmes coralliens, mais qui s'intéresse depuis plusieurs années aux interactions qu'il y a entre les milieux terrestres et les milieux marins par oiseaux marins interposés. Alors, évidemment, il n'est pas le seul à s'intéresser à ça. Vous avez ici un graphique qui provient en fait d'une publication de Anne Laurin et collaborateurs qui a aussi montré qu'il y a des enrichissements en azote qui proviennent des oiseaux marins. Donc, ce qui a été fait dans le cadre de cette collaboration, c'est de comparer les signatures isotopiques en azote des îles, donc dans le sol ou dans les feuillages ou dans les algues ou dans les poissons, etc., des îles où les rats ont été dératisés et des îles où les rats sont présents. Donc dans les îles éparses et également au Chagos. Avec au Chagos, une catégorie supplémentaire qui sont les îles où il n'y a jamais eu de rats. Donc on voit qu'il y a un enrichissement en azote qui montre en fait qu'il y a des apports en azote. J'accélère un peu parce que je m'aperçois que je prends trop de temps. Les aspects connectivité ont été abordés par l'étude du paillenqueux à brun blanc. Donc c'est quelque chose qui a été publié il y a très peu de temps également. Alors, je vais aller tout de suite à l'essentiel. Les paillenqueux à brun blanc d'Europa, qui se trouvent ici sur ce graphique de structure, en fait, sont génétiquement très différents de ceux
de l'océan Atlantique, ce qui n'est pas une très grande surprise, mais aussi de tout l'Indo-Pacifique, ce qui est assez intéressant. Donc il y a un isolement, premièrement. Deuxièmement, ce réseau d'haplotypes ici montre que finalement, ceux d'Europa sont plus proches de l'Atlantique équatorial que de l'Indo-Pacifique. Là, vous avez tout le groupe Indo-Pacifique, ce qui, entre parenthèses, ressemble un peu à ce qui a été vu sur les tortues vertes avec de la génétique également. Donc, ce qui laisse supposer qu'il y a eu à un moment donné une recolonisation, une colonisation ou un passage de l'Atlantique au Pacifique. Et on peut dater en fait cet isolement qui est à peu près à 160 000 ans pour les pailles-en-queue d'Europa. Donc, on est vraiment dans un processus de spéciation de cette espèce. Alors, juste pour finir, donc on a, dans le cadre du consortium, on a été très content évidemment de ce programme. Donc, je remercie l'ensemble des partenaires du consortium. On a monté des collaborations entre programmes du consortium, d'ailleurs, qui vont être présentés aujourd'hui ou demain. Donc, c'est très intéressant et beaucoup de ces collaborations se poursuivent actuellement dans différents cadres. Et puis, une collaboration très étroite avec les TAF, notamment la direction de l'environnement, puisque vous avez vu que les résultats qu'on fournit, en fait, ont des applications directes en termes de gestion et de restauration écologique. Alors, les perspectives de recherche concernent en fait les différents axes qu'on a abordés, avec des thèses qui sont en cours ou qui vont démarrer, qui sont déjà financées. Et puis, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de connectivité. On a un programme ici. Alors, Monsieur le Préfet a parlé de fondations qui peuvent financer. Alors, c'est extrêmement intéressant, effectivement. Et on a obtenu un financement de la Fondation Bertarelli pour étudier la connectivité entre les îles tropicales de l'océan Indien, donc avec des partenaires anglais en particulier, avec les Chagos et toutes les îles de l'océan Indien. Bon, voilà, il y a beaucoup de perspectives de recherche très intéressantes. La collaboration avec Nick Graham se poursuit dans le cadre d'une thèse qui est dirigée par Sébastien Jacquemet, d'une étudiante qui est séchelloise et qui est actuellement au Chagos d'ailleurs. Voilà, donc on a ces travaux, comme il y avait le cahier des charges de ce séminaire a été un peu de faire de la prospective sur la collaboration régionale. Alors on s'inscrit vraiment dans un cadre régional océan Indien avec des collaborations déjà existantes ou en cours de montage avec différents partenaires. À Madagascar, Mayotte, Maurice, Seychelles, etc., l'Afrique du Sud. Donc, on est tout à fait enchanté de ce qui se passe. Et j'ai terminé.